Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de la littérature sur les infections associées aux soins. Revue de la littérature qui est maintenant sur le site internet de la Société française d'hygiène hospitalière, sur YouTube, bientôt sur Nosobase et également donc sur le blog gabrielbirgan.fr. Comme d'habitude, un large panel de journaux relus pour sélectionner des articles qui peuvent paraître intéressants. Alors ce mois-ci, c'est un contexte un peu particulier parce qu'il y a beaucoup d'articles que j'ai trouvé intéressants, donc vous allez voir, un certain nombre de choses vont être discutées. Une première étude publiée dans Clinical Infectious Disease sur la durée de colonisation des patients infectés à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Un élément et une donnée que de nombreuses personnes cherchent à trouver, que ce soit pour les SARM mais également pour les BLSE. Et donc de nombreux papiers ont été publiés sur ce sujet, notamment par l'équipe de Bichat, par le professeur Lucet dans les années précédentes. Le principe de cette étude, c'était de faire un suivi des patients qui avaient une infection à SARM en 2010 avec des prélèvements toutes les 2 semaines pendant 6 mois. Et la négativation se définissait par 2 prélèvements successifs négatifs. Donc 243 personnes ont été incluses dans cette étude. La durée médiane de colonisation était de 21 jours après l'infection. Et les facteurs prédictifs associés à une prolongation, une diminution de la durée de colonisation étaient le traitement par la clindamycine et la prolongation, un âge âgé qui favorisait donc la prolongation de cette colonisation. Donc ces données sont bien moins importantes que celles qui ont été publiées par le passé, avec des durées médianes de l'ordre de 6 à 8 mois, notamment par l'étude publiée dans Clinical Infectious Disease au début des années 2000 par le professeur Lucet. Une seconde étude, elle publiée dans Clinical Microbiology and Infection sur le suivi des patients et des personnels ou de l'entourage des patients dans un service de long séjour pour le portage des EBLSE. Il s'agit des résultats de l'étude Mozart européenne. Et lors de cette étude, il y a eu une analyse donc non seulement des patients, mais également des personnels soignants et des membres de la famille qui venaient s'occuper des patients, ou plutôt les visiter. Donc 286 personnes de l'entourage des patients, 296 patients colonisés par EBLSE, en Israël, Italie, France et Espagne, ont été inclus dans cette étude. 26 personnes de l'entourage des patients ont été retrouvées porteurs à EBLSE, ce qui représente 9% de l'ensemble de la cohorte, avec principalement des Escherichia coli BLSE, et 35 personnels soignants, soit 3,5% de ceux analysés, étaient également retrouvés porteurs de BLSE. La nutrition parentérale d'un patient ou également entérale était un facteur prédictif de portage chez les personnels soignants. Et l'Espagne, finalement, était également retrouvée comme étant un facteur prédictif de portage chez les personnels soignants, avec un plus grand nombre de ces personnels soignants qui étaient porteurs dans ce pays, de manière significative. En gros, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les membres de la famille sont à plus fort risque d'être colonisés à BLSE que les personnels soignants pour les patients qui sont connus porteurs de BLSE. Une nouvelle étude sur un sujet différent mais tout aussi intéressant, donc la grippe chez les personnels soignants. Donc cette étude publiée dans Clinical Infectious Disease partait du constat qu'il y avait une éviction des personnels avec un syndrome grippal fébrile, alors que les personnels qui avaient syndrome grippal apyrétique ne l'étaient pas. Et donc durant 1 mois, ils ont cherché à dépister l'ensemble des personnels avec un syndrome pseudo-grippal ou grippal, ou d'autres pathogènes respiratoires par des PCR à partir de prélèvements nasopharyngés. Donc 449 personnels soignants ont été dépistés, parmi lesquels 243 ont été positifs pour un pathogène respiratoire, donc 54%. 34, donc 7,6% des personnels soignants ont été testés positifs à la grippe. Parmi ces personnes, 51% avaient un syndrome étaient fébriles, et 20 de ces personnels soignants avaient reçu une vaccination préalable. Il n'y avait pas de différence significative entre les personnels fébriles et apyrétiques, entre ceux qui avaient reçu un vaccin et ceux qui n'en avaient pas reçu, avec 45% des personnes qui avaient reçu un vaccin qui étaient fébriles contre 61% des personnes qui n'avaient pas reçu de vaccin qui étaient également fébriles. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que presque la moitié des personnels soignants qui ont une grippe sont apyrétiques avant le diagnostic et que ces personnels peuvent constituer un réservoir pour la transmission vers les patients mais également vers d'autres personnels soignants.
Nous passons maintenant aux structures médico-sociales avec un essai randomisé qui a essayé de voir l'impact d'un bundle de mesures sur la prévention des BMR et également des infections associées aux dispositifs médicaux. C'est une étude qui a été publiée dans JAMA Internal Medicine. Je l'ai sélectionnée parce qu'il s'agissait d'un essai randomisé avec un groupe intervention qui incluait donc des interventions du style précaution contact pour les patients porteurs de BMR, une surveillance active, et également des actions de communication, d'éducation pour l'hygiène des mains, avec également des outils de rappel des bonnes mesures et des bonnes pratiques. Donc, je vous laisse lire l'ensemble des mesures, des interventions sur la diapositive. Donc au total, 418 résidents ont été inclus dans l'étude, tant donc des dispositifs médicaux, que ce soit cathétérisme veineux ou urinaire. Et en gros, ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que cette surveillance active, ces mesures de prévention accrues et les mesures d'éducation permettaient de diminuer le SARM dans les secteurs dans lesquels étaient appliqués, également les infections associées au cathétérisme urinaire, mais pas de diminution des ERV ni des bacilles gram négatifs multirésistants, ni des autres types d'infections, notamment la pneumopathie acquise, dans la structure, également les patients sous nutrition ou encore les infections de tissu mou. Donc des résultats grosso modo qui sont assez peu intéressants, l'étude finalement pas extrêmement intéressante. Donc, il s'agit d'un essai randomisé qui confirme les résultats de précédentes études sur l'intérêt de l'ensemble des mesures sur la prévention des SARM, mais pas des bactéries multirésistantes du tube digestif. L'intérêt également, c'est que cette étude était menée dans des structures médico-sociales, ce qui n'est pas forcément très fréquent et justifie la sélection de cet article. Une investigation maintenant publiée dans Clinical Infectious Disease sur le nombre de Legionella pneumophila retrouvés dans un hôpital en Pennsylvanie. C'est pas un article très original, mais ça rappelle quand même la nécessité du suivi des légionelles dans nos établissements de santé, avec lors de cette étude 5 cas qui étaient confirmés et 17 probables de Legionella pneumophila dans un hôpital avec un circuit complexe de distribution d'eau potable. Et la remise en question donc, de l'ionisation cuivre-argent pour la prévention des légionelles, puisque lors de cette étude, malgré des bonnes concentrations en cuivre-argent, eh bien, des souches ont été retrouvées à la culture, et identiques à celles retrouvées chez des patients. Donc en gros, l'enseignement à tirer de cette étude, c'est qu'il faut garder une attention toute particulière vis-à-vis des légionelles associées aux soins, et également essayer de maintenir un niveau de prévention de la pousse de ces légionelles dans le circuit d'eau potable, notamment la chloration, la température et le pH convenable, tant que possible. Une étude maintenant publiée dans Eurosurveillance qui porte sur le suivi des patients opérés après leur sortie d'hospitalisation. Une étude qui est importante, à mon sens, à regarder dans le détail, puisqu'elle donne des informations très précises sur les durées d'infection après la sortie d'hospitalisation, mais également l'intérêt d'avoir une surveillance obligatoire de certains types d'infections après la sortie d'hospitalisation des patients opérés. Donc vous avez sur cette diapositive des courbes montrant les incidences cumulées d'infections du site opératoire après l'intervention, en distinguant les infections diagnostiquées dans le cadre d'une surveillance obligatoire, la courbe en bleu, et dans le cadre d'une surveillance non obligatoire, la courbe en vert. Il s'agit de données des Pays-Bas par le réseau Présies. Et ce que l'on peut constater, c'est que certains types d'interventions, notamment les césariennes ou les cholécystectomies, sont beaucoup plus diagnostiquées lorsqu'il s'agit ou tout du moins reporté lorsqu'il s'agit d'une surveillance obligatoire après sortie d'hospitalisation. Donc au total, 100 000 interventions ont été incluses dans cette étude. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un suivi post-opératoire d'intervention avec pose d'implant raccourci de 1 an à 90 jours ne se traduisait par une perte que de 6 à 14% des infections du site opératoire. Un niveau de perte était équivalent lorsque pour des interventions sans pose d'implant, on diminue la durée de surveillance de 30 à 21 jours. En revanche, ce que l'on peut constater, c'est que 62% des ISO étaient manqués lors de la surveillance des cholécystectomies, sans système obligatoire de surveillance, mais par une surveillance volontaire. Donc, en conclusion, la diminution de la durée de surveillance de 1 an à 90 jours pour les chirurgies avec pose d'implant est finalement possible
et permettrait de diminuer le temps passé dans le cadre de cette surveillance. En revanche, la durée de 30 jours pour les chirurgies sur tissu mou, ou tout du moins sans pose d'implant, doit être gardée. Le critère important, c'est finalement l'aspect obligatoire de la surveillance après sortie du patient, notamment dans certains types de chirurgie, la césarienne ou les cholécystectomies. Donc vraiment une étude intéressante que je vous conseille de regarder dans le détail. Nous allons maintenant passer une série d'articles que je cite comme ça, qui sont parfois un peu hors cadre, mais qui me paraissaient intéressants de vous présenter. Le premier ayant été publié dans le JAMA avec un essai randomisé qui a essayé de voir si on pouvait traiter le mal par le mal et en gros utiliser des souches de Clostridium difficile non toxinogènes administrées à des patients pour limiter les récurrences de Clostridium difficile, et avec des résultats finalement assez intéressants puisque les patients qui recevaient ce traitement étaient moins susceptibles d'avoir des récurrences par rapport à ceux qui n'avaient pas ce traitement. Un autre article publié dans Eurosurveillance sur en gros l'analyse des souches de SARM dans le cadre d'une épidémie au Danemark par l'utilisation en routine du séquençage au débit et qui a permis de montrer qu'il y avait des différences de souches, notamment en pédiatrie ou encore dans d'autres secteurs. Je vous laisserai le regarder. C'est en lien avec la revue de la littérature précédente où j'ai fait un laïus assez important sur les techniques de séquençage. Un peu de chauvinisme maintenant avec une étude française qui a été publiée sous l'égide de la Société française d'hygiène hospitalière, qui était une enquête menée en 2012, juste avant le congrès de la SF2H, pour essayer de voir quelles étaient les mesures qui étaient appliquées, ou tout du moins opérationnelles, dans les établissements de santé en France pour la maîtrise des BHRE. Et en gros, ce qu'il faut constater, et ce que vous pouvez voir sur ce tableau, c'est que les mesures pour le contrôle et la prévention des BHRE sont finalement assez peu mises en place, ou tout du moins opérationnelles dans les établissements de santé. Il y a donc peut-être un effort à faire dans ce domaine en France. Une étude un peu hors cadre, publiée dans PNAS, une étude majeure, me semble-t-il, qui a essayé de voir si on pouvait utiliser le microbiome, le microbiote des personnes par des études de métagénomique pour faire de l'identification. Ils ont essayé de voir en fait s'il y avait un microbiote identique d'une période à l'autre chez certaines personnes. Et ce qui sort de cette étude, c'est que le microbiote peut être finalement considéré comme un code-barre de l'identité des personnes et pourrait être utilisé dans 86% des situations comme un critère d'identification de personnes. Toujours dans le domaine du microbiote, l'analyse de celle d'une tribu amérindienne qui n'a jamais été en contact avec le monde moderne et qui a retrouvé des gènes de résistance aux antibiotiques alors qu'ils n'ont jamais été exposés à ces antibiotiques, ce qui sous-entend la dissémination de cette résistance par des vecteurs notamment environnementaux qui finalement nous laissent entendre qu'il y a vraiment un réel problème actuellement de la même échelle ou du même ordre que le changement climatique. Pour terminer, les bonus Twitter du mois, donc le premier étant les webcasts de l'ECMID, pour ceux qui ont l'accès, avec l'ensemble des présentations, qu'elles soient orales ou en poster, donc très intéressant, trié par thème, donc ça permet d'avoir une bonne vision de ce qui se passe actuellement d'un point de vue scientifique dans notre domaine. Deuxième point, c'est un rapport de l'OMS sur la résistance aux antibiotiques, la résistance antimicrobienne de manière générale. Je ne l'ai pas lu, mais c'est un rapport assez complet qui présente pas mal de données. Je pense que ça peut être intéressant à regarder. Et une troisième chose, c'est un blog que je ne connaissais pas, qui est alimenté par John Otter, donc de l'Imperial College, et puis Andreas Voss à la frontière suisse et néerlandaise, et sur des réflexions autour de l'infection control, donc il y a également un blog intéressant dans notre domaine. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette revue de la littérature. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux articles et de nouveaux sujets. À bientôt.